Allez, on est parti. Du coup, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je suis Florian Casse, je suis ingénieur système chez Real IT et Comnetwork, du coup précisément, euh, spécialisé dans toutes les technologies VMware, vSphere et Horizon essentiellement. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu les nouveautés de vSphere 7 qui est sorti il y a quelques jours, qui embarque de nouvelles fonctionnalités, qui est décrit par VMware comme une des versions avec le plus de nouveautés depuis la sortie de SXI. Donc, on va voir ensemble de quoi il en ressort. Pour commencer, je vous propose déjà de présenter un petit peu le groupe Real IT. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un groupe composé de 7 BU, on va dire, euh, avec 130 collaborateurs aujourd'hui. Et l'idée, c'est de proposer et de répondre à nos clients avec des solutions de digitalisation et de transformation digitale, en les accompagnant, en proposant notre expertise ou carrément en mettant à disposition des solutions clés en main. D'accord. Euh, pour répondre au mieux aux besoins, notre activité est divisée en 7 BU. Donc, la filiale historique, c'est Comnetwork. Certains nous connaissent peut-être sous le nom de Com6, qui est clairement l'intégration de systèmes de réseau, téléphonie. On va avoir Net Network qui propose la vente et la location de services informatiques. Donc, par exemple, la location de PC portables, c'est clairement un sujet en ce moment. IT Space qui est plus orienté audit, conception. Hcube qui est notre filiale IT Consulting, donc de l'assistance technique, comme on le connaît un peu plus aujourd'hui. AC Team pour tout ce qui est maîtrise d'ouvrage, conseil en stratégie numérique. Cloud Fusion, qui est notre filiale qui va proposer un data center avec des sujets comme VCF, donc VMware Cloud Foundation. On va en parler juste après. Et Thinkia, qui est notre solution pour tous les sujets d'intelligence artificielle. Donc, on voit qu'avec ces 7 filiales, on brosse complètement les sujets d'aujourd'hui et qui sont les besoins de demain pour les entreprises. Notre objectif aujourd'hui, c'est de s'orienter vraiment sur de l'expertise technique. On nous connaît peut-être un peu par le passé par une société généraliste. Maintenant, c'est vraiment de nous tourner vers de l'expertise et accompagner au mieux nos clients. Toujours en gardant cette agilité et avec une méthodologie et de l'engagement sur le résultat. Voilà un petit peu pour notre groupe assez rapidement. Je pense que vous êtes tous là pour vSphere 7. Je ne vais pas en faire plus longtemps. Donc vSphere 7, on peut le découper en 4 grands panneaux qui intègrent les 4 grands secteurs de nouveautés. Alors vSphere with Kubernetes, clairement c'était le sujet, c'est le sujet de demain et d'après-demain. Il y a des études qui sont sorties. On considère que 70% des sociétés d'ici 2022 créeront des workloads typés containers versus des VM comme on peut le connaître aujourd'hui. Donc vSphere with Kubernetes, l'objectif, c'est de répondre à ce besoin entre les DevOps, entre les admins vSphere, entre nos développeurs et proposer un maximum d'agilité. vSphere Lifecycle Manager, pour être vulgaire, c'est presque un rebranding de vSphere Update Manager avec l'addition de différentes solutions. En fait, on va retrouver dans vSphere Lifecycle Manager, vSphere Update Manager, VUM, vulgairement appelé. On va retrouver Host Deploy et on va retrouver également les Host Profile. Et dans tout ça, des fonctionnalités pour permettre une efficacité dans les sujets d'upgrade et de mise à jour. L'idée derrière ça, en fait, c'est de plus avoir ces projets qui durent des jours et des jours et des semaines même pour mettre à jour un simple data center pour une mise à jour mineure. Voilà. Plus tous les problèmes qu'on va avoir sur des erreurs typées en fait, le matériel n'était pas compatible, en fait, il fallait mettre à jour le firmware avant. Voilà. Tout ça, le but est de répondre à ça. La sécurité, il y a 2 grands pans dans ça. C'est déjà la fédération d'identité, on en reparlera, mais c'est devenir compatible avec la DFS.
Et l'autre sujet, c'est les nouvelles technologies de sécurisation que propose Intel, de pouvoir l'intégrer directement dans vSphere. Et la toute dernière partie, et qui est le but général de vSphere, c'est clairement d'être compatible et de rendre du service sur une application métier vieillissante sur Windows Server 2000, mais aussi savoir provisionner des workloads pour de l'intelligence artificielle, du machine learning, avec des besoins en ressources surdimensionnés, avec des prérequis matériels bien spécifiques. Et donc, c'est tout ça que va apporter vSphere 7. Voilà globalement les 4 grands secteurs de nouveautés pour vSphere 7. Donc, allons directement sur la partie Update Manager, enfin vSphere Lifecycle Manager, il va falloir s'habituer à l'appeler comme ça. Déjà, c'est au niveau de la gestion des mises à jour de nos ESXi. Je vous le montrerai un petit peu après sur la démonstration. Mais en fait, on va pouvoir regrouper dans ce qu'on appelle une cluster image, une version de ESXi, des drivers et même des firmware. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est de pouvoir avoir toutes les informations sur la compatibilité directement d'un notre client vSphere. À quoi ça ressemble rapidement? Vous voyez ici là, dans le screenshot que je vous ai fait, on voit qu'on a un ESXi qui est dans la version 7.0 GA, c'est un pré-build en fait pour être précis même. On n'a aucun add-on d'un vendeur tierce. On verra aujourd'hui uniquement HP et Dell sont supportés. Peut-être que dans le futur, on verra d'autres grands fournisseurs de matériel arriver. Bon, logique, Dell et HP pour l'instant. On voit également que des drivers ont été ajoutés. Pourquoi? En fait, c'est la problématique que vous aviez quand vous avez du matériel un peu exotique. Il fallait répondre à ça en ajoutant la vib manuellement, soit avant le déploiement, soit après. Tout cela, on va pouvoir le gérer directement depuis notre interface. Et après, la gestion des composants, par exemple une carte graphique. Au niveau des firmware, clairement, aujourd'hui, on va pouvoir voir dans notre client vSphere quelle version de firmware on a sur le backplane de notre disque. Ça, clairement, quand on a des problèmes de support, ça va nous changer la vie. Ce qui est également intéressant, c'est qu'on va pouvoir l'interfacer avec Dell Open Manage ou HP OneView pour nous fournir directement les mises à jour de firmware. Et pour éviter ce que je vous ai parlé dès le début, ce qui est problème de compatibilité, en fait, VMware a intégré l'AHCL directement dans le client vSphere et on pourra requêter tout ça soit en UI, soit en REST API. Pourquoi? Vous verrez que ce sera un peu le fil conducteur de toute notre webinaire, pardon. Le REST API, c'est les technologies d'aujourd'hui et de demain, c'est pouvoir automatiser un maximum et être efficient sur nos montées de version, sur la gestion de notre data center. Autre fonctionnalité qui est intégrée dans vSphere Lifecycle Manager, c'est vCenter Server Profile. Si on peut l'expliquer simplement, c'est en fait le host profile qu'on connaissait pour nos ESXi qui était disponible en vSphere Enterprise Plus. Ça va être maintenant de le proposer pour le vCenter. Donc, on va pouvoir importer, exporter les paramètres d'un vCenter, par exemple son réseau de management, la configuration de l'authentification avec l'Active Directory, des configurations utilisateurs, j'en sais rien, vous avez préparé un profil bien dédié pour le compte dédié à la sauvegarde, tout ça va être exporté dans la configuration et vous allez pouvoir le réimporter dans votre second vCenter. Exemple typique, vous avez un vCenter pour vos workloads serveurs classiques et un vCenter pour vos workloads orientés desktop. Pour éviter des différences de configuration, avec ça, j'exporte ma configuration, je la réimporte dans mon deuxième vCenter et j'ai une infrastructure parfaitement coordonnée. Maintenir des versions standardisées, c'est clairement ça, hein, c'est avoir les mêmes versions et éviter des bugs d'un côté qu'on ne retrouvera pas de l'autre. Pareil, si vous avez des infrastructures de recettes, par exemple, c'est intéressant.
Et quand vous faites des changements, ben, vous allez pouvoir facilement revenir en arrière en réimportant la dernière configuration que vous aviez exportée et qui, elle, est fonctionnelle. Un peu plus éloigné, et je sais que c'était quelque chose qui intéressait beaucoup de monde, c'était la capacité de pouvoir avoir plusieurs IP sur un vCenter. Ça semblait un peu bizarre que jusqu'à maintenant, la fonctionnalité ne soit pas disponible. On peut désormais mettre sur un vCenter jusqu'à 4 adresses IP. C'est la limitation qui a été fixée par VMware pour rester sous support. De ce que j'ai testé, on peut aller bien plus loin. Sincèrement, plus de 4 IP, j'ai du mal à voir les use cases pour l'instant. Le use case aujourd'hui le plus connu, ça va être de pouvoir avoir une adresse IP dédiée à notre réseau de sauvegarde pour interfacer directement notre vCenter avec notre réseau de sauvegarde. C'était clairement le premier use case auquel voulait répondre VMware. Autre nouveauté, ou tout du moins amélioration dans vSphere 7, c'est la Content Library. Malheureusement, aujourd'hui, peu de monde s'en sert. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle manquait de ses fonctionnalités. La nouvelle Content Library qui est intégrée dans vSphere 7, on va pouvoir gérer le cycle de vie de nos templates. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir, comme je vous le montre dans ce screenshot-là, voir quand est-ce qu'a été fait la dernière version d'un template. On va pouvoir revenir en arrière. On va pouvoir déployer ce template pour y mettre les mises à jour Windows, par exemple. Puis le réintégrer dans notre Content Library. Et on aura vraiment toutes les informations, date par date, qui a fait quoi dans notre Content Library. Je pense que cette fonctionnalité répond essentiellement, enfin moi, si j'ai à m'en servir, c'est pour toute la gestion des templates orientés desktop. Pour du Horizon, ça va être très très pratique de pouvoir gérer les templates comme ça avec la Content Library pour faire les mises à jour Windows, pour ajouter des applications, ce genre de choses. Voilà. Et en plus de ça, vous passez une mise à jour Windows, vous avez un problème, vous allez pouvoir facilement revenir en arrière. Pour vSphere 7, forcément, on a des contreparties, on va dire. Déjà, on peut dire officiellement qu'est-ce qui est fini. NSXV. NSXV n'est pas compatible avec vSphere 7. On s'en doutait un petit peu, hein. Clairement, NSXV va disparaître. Là, c'est le premier coup de poignard, hein, on peut le dire, dans NSXV avec l'arrivée de vSphere 7. Le client Flash, c'est également fini. Bon, je pense que là, personne va le pleurer. Moi, le seul warning que j'ai à faire, c'est attention aux plugins tiers. Beaucoup de partenaires, NetApp par exemple, a développé leurs plugins sur le client Flash. Ils commencent à les intégrer sur le client HTML5. Il faudra faire attention si vous avez d'autres plugins qui soient bien compatibles avec le client HTML5, ou sinon, est-ce que vous pouvez vous en passer? Autre chose qu'on pouvait se douter et qui est officiellement terminé, c'est le Platform Service Controller en externalisé. C'était quelque chose qui complexifiait plus qu'autre chose l'infrastructure, qui complexifiait les mises à jour, et c'est plus du tout la stratégie de VMware, c'est pouvoir toujours avoir des clients qui sont dans les dernières versions pour faciliter le support, clairement. Donc le PSC externe, c'est également fini. Et la dernière chose, c'est le vCenter Windows qui est officiellement terminé. Et la VCSA sera la seule option. Sur tout ce qui est interopérabilité, à noter, la seule version aujourd'hui compatible avec vSphere 7 pour Horizon, c'est la 7.12, soit la toute dernière version d'Horizon. Et pareil pour NSX, donc NSXT pour être précis, ce sera la 3.0, pareil, c'est la toute dernière version qui vient de sortir. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment très très peu d'interopérabilité avec des anciens produits. En termes de chemin de mise à jour, vous pourrez faire une mise à jour uniquement depuis la 6.5. Sachant que la 6.0 est tombée en fin de support, il me semble, en mars. Clairement, si vous n'êtes pas déjà au moins en 6.5, il va falloir y penser rapidement. Si vous voulez faire un upgrade en 7.0, il faudra passer par au moins de la 6.5. Voilà.
Donc, on voit la stratégie de VMware qui se définit avec vSphere 7, hein, c'est abandonner tous les produits qui étaient un peu dérangeants et difficiles à maintenir, finir NSXV, le mot est un peu fort, mais c'est clairement ça, hein, c'est un peu le mettre de côté et l'abandonner le plus vite possible, et essayer de standardiser un maximum les types d'architecture proposés aux clients. Autre amélioration qui est intégrée dans vSphere 7, c'est le DRS, donc Distributed Resource Scheduler. Même si l'idée qui était présentée jusqu'à maintenant du DRS, c'était de s'assurer que souvent le DRS en fait est compris par des administrateurs comme un simple outil pour faire de l'équilibrage de charge. Même en 6.7, c'était quand même beaucoup plus que ça. L'idée était vraiment s'assurer que toutes les machines virtuelles aient les ressources qu'elles aient besoin, que ce soit sur le plan CPU, mémoire, réseau. Si vous étiez en Enterprise Plus, vous pouvez aller encore plus loin. C'est vraiment l'idée qui est poussée maintenant dans vSphere 7, c'est centrer sur les workloads pour avoir, en fait, c'est ce que je vous montre là dans le screenshot, avoir un peu l'état de santé, l'état de à quel point la machine virtuelle est heureuse dans le cluster sur lequel elle est hébergée. Typiquement, ici, on voit que les machines virtuelles sont très heureuses. Les 9 VM sont dans un cluster score de plus de 80%. Ça veut dire qu'elles disposent de toutes les ressources dont elles ont besoin. Au niveau de l'exécution, ils ont un peu redéfini ça. Maintenant, le DRS fait ses checks toutes les minutes, alors qu'avant, c'était toutes les 5 minutes. Bon, ça reste du détail, mais je pense que, en fait, dans le screenshot que je vous présente, en bas, là, c'est la nouvelle version, la nouvelle vue du vSphere DRS. Cette vue en niveau n'était pas très claire. Est-ce que le fait d'être balance, c'était vraiment un bon indicateur? Je pense pas. Le fait que ça soit bien équilibré, on s'en fout. L'important, c'est que les VM aient toutes les ressources. Donc là, avec ce VM Happiness, on est un peu plus dans le besoin et de ce qui nous intéresse en tant qu'administrateur. Et le vMotion, dans tout ça, effectivement, le DRS s'appuie sur le vMotion. Le vMotion a été repensé essentiellement pour les workloads un peu énormes, on va dire, pour ces fameuses VM qui ont plus d'un téra de RAM, où en fait, on se retrouvait dans une situation, est-ce que c'était plus intéressant de déplacer la VM ou est-ce que c'était plus intéressant de la laisser où elle était? Quand je dis ça, c'est est-ce que ça ne nous coûtait pas plus cher de déplacer une VM, de surcharger le réseau avec une VM qui fait 1 Tera, alors que peut-être que ça allait, son besoin de se déplacer d'un autre à un autre allait disparaître d'ici peu. Donc là, dans vSphere 7, le vMotion a été repensé et donc les migrations de ces machines virtuelles-là sont beaucoup plus rapides. Donc, on répondra un peu mieux à ces besoins. Je reviens un petit peu sur le penchant sécurité. Moi, j'ai retenu vraiment 2 choses. La première, c'est enfin la compatibilité du vCenter avec ADFS, la technologie de Microsoft. Aujourd'hui, c'est la seule solution d'authentification fédérée qui est proposée par le vCenter. Il est probable que d'autres solutions arrivent dans le futur. C'est ce qui a été un peu annoncé dans les différentes versions bêta auxquelles j'ai pu participer. Aujourd'hui, on n'a pas plus d'infos sur les prochaines versions, enfin sur ce qui va arriver réellement. L'idée, en fait, c'est vraiment de pouvoir s'authentifier à notre vCenter via notre portail d'entreprise avec la fédération d'identité. Aujourd'hui, le vCenter, c'était quand même en termes de sécurité quelque chose qui était moyen. On ne savait pas trop qui avait des droits, on ne savait pas bien gérer les mots de passe, on stockait toute la partie vSphere.local. Bon, tout ça va être fini si on implémente tout ça. Et donc, forcément, ça réduit en termes d'audit. Si vous faites de l'audit, ça va être plus simple puisque en fait, le vCenter détiendra plus grand-chose en termes d'authentification et forcément, ça sera bien plus sécurisé. On peut peut-être penser qu'on abandonnera enfin le fameux administrateur@vsphere.local que tous les admins utilisent pour leurs tâches au quotidien. Ça, c'est encore un autre problème, mais effectivement, voilà l'idée qu'il y a derrière.
Autre solution qui a été intégrée, en fait, c'est clairement pas VMware qui a créé cette techno, c'est purement Intel. En fait, c'est la toute dernière technologie d'Intel qui est sortie il y a, je dirais, quelques semaines, le Software Guard Extension. En fait, très simplement, ça va permettre à une application de communiquer directement avec le hardware. Pourquoi ça? En fait, par exemple, vous avez des clés de crypto. En fait, vous exposez aujourd'hui ces clés de crypto à un OS invité, mais aussi à votre SXI, puisqu'il y a ce pont qui est fait. Il y a des informations qui sont stockées dans la RAM de votre SXI. Avec cette nouvelle technologie, en fait, l'application va directement parler au hardware et donc on va réduire la surface d'attaque. C'est intégré directement dans le hardware des machines virtuelles. Euh, il faudra avoir des processeurs Intel compatibles avec ça. J'avoue, je ne maîtrise pas encore très bien les suites de processeurs qui vont être compatibles ou pas. C'est encore une technologie qui est très novatrice. Il faudra voir pour les secteurs comme l'armée, la finance, tout ça, clairement, il va y avoir des use cases. Après, il faudra voir parce que derrière, il y a beaucoup de contreparties. On ne pourra plus faire de snapshot sur la machine virtuelle, on ne pourra plus la vMotion. Euh, voilà, faut être sûr d'en avoir besoin. AMD a sa propre technologie pour ceux qui utiliseraient des processeurs AMD. Pour l'instant, c'est pas intégré dans vSphere. J'ai pas d'infos si ça va être intégré ou pas. J'ai rien vu dans les roadmaps, en tout cas, sur le fait que ça allait arriver. Pour résumer, les 8 raisons de passer à vSphere, c'est potentiellement la question que vous vous posez. C'est OK, c'est bien tout ça, mais pourquoi migrer? Déjà, c'est le chemin le plus rapide pour l'hybridation. Clairement, vSphere avec Kubernetes, euh, on va pouvoir enfin héberger facilement nos containers et on aura cette facilité de basculer vers une hybridation vers, par exemple, VMware en AWS. Ce qu'il faudra savoir, par contre, j'en ai pas trop parlé en termes de licensing, vSphere with Kubernetes est intégré uniquement dans la suite VCF. Pourquoi? Vous allez me dire, je suis obligé d'acheter VCF en fait pour avoir droit à Kubernetes. Oui, oui, vous êtes obligé d'acheter VCF, mais ça a du sens par le fait que cette vSphere with Kubernetes ne fonctionne qu'avec NSXT, ne fonctionne qu'avec vSAN, qu'en fait, vous êtes déjà obligé d'avoir quasi toute la solution euh, pour la mettre à disposition à vos clients. Donc, ça a du sens d'avoir VCF. VCF va vous proposer en plus la partie SDDC Manager, toujours dans cette idée d'aller plus vite dans la montée de version. L'audit et les gestions de comptes de sécurité, j'en ai parlé, hein, c'est l'authentification multifactorielle, l'ADFS, tout ça. Je pense que ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. Prendre en charge tous ces nouveaux workloads d'intelligence artificielle, de machine learning. On va pouvoir créer des pools de ressources de GPU. On sait que le machine learning et l'intelligence artificielle sont boostés par ces GPU qui ont des capacités de processeurs bien plus intéressantes que le CPU comme on le connaît. Donc ça, vSphere 7 va pouvoir apporter vraiment des nouvelles choses. Au niveau de la simplification du patching, VMware Lifecycle Manager, donc le nouveau, j'aime bien l'appeler le nouveau vSphere Update Manager, c'est quand même beaucoup plus que ça, avec beaucoup plus, ça a un peu bundleisé tout ce qu'on avait autour sur la gestion des profils, de la mise à jour, des firmware et tout ça qu'on avait dans notre infrastructure. Je pense qu'on va pouvoir aller beaucoup plus vite et on évitera beaucoup de problèmes sur de l'incompatibilité de matériel, sur la prise en charge de support. On a tous eu ce moment où on a le support qui nous demande de mettre à jour la carte réseau. Bon, ben voilà, tout ça, on va pouvoir le faire de manière plus simplifiée et on pourra l'automatiser grâce à l'intégration des API REST. Réduire la complexité et augmenter le scaling. Aujourd'hui, le but, c'est d'aller de plus en plus vite sur le fait de pouvoir provisionner des machines virtuelles. Je pense que les développeurs ou même les métiers ne peuvent plus entendre qu'il faille une semaine pour créer une machine virtuelle.
Aujourd'hui, il faut pouvoir créer des machines virtuelles en moins d'1 heure. Il faut pouvoir provisionner des nouveaux hôtes en même pas quelques jours. Donc, clairement, c'est avec ça qu'on va pouvoir répondre avec vSphere 7. Le DRS est clairement une de ces réponses. Toujours sur le DRS, maximiser les performances, s'assurer que nos machines virtuelles travaillent correctement. Au niveau du support, c'est un peu la démo que je vais vous faire après. vSphere Health a été renommé en Skyline Health. Donc, on va pouvoir voir l'état de santé de notre infrastructure de manière proactive et voir si on a des problèmes de configuration qui pourraient nous engendrer des crashs dans le futur. Et le dernier point, même si c'est encore quelque chose qui est nouveau, mais c'est proposer des architectures HCI avec du vSAN, avec du vSphere. Voilà. La question c'est mais quand je ne saurais pas dire, ça va être plus à vous de vous le dire. Est-ce que je suis prêt à essuyer les pots cassés? Il faut être clair, vous allez avoir des pots cassés avec vSphere 7. Ça fait, je dirais, 2 mois que je travaille avec un peu plus de 2 mois sur les premiers builds de la bêta. Et là, depuis quelques semaines, avec les versions de la GA, il y a encore des bugs, il faut être réaliste. La peinture est toute fraîche. Donc, peut-être qu'il faudra attendre le premier update. Voilà. Ça, c'est plus à vous de savoir si dans toutes les fonctionnalités que je viens de vous décrire, il y a quelque chose qui va répondre à un besoin métier et que vous ne pouvez pas vous passer, ou est-ce que vos workloads sont critiques et il va falloir être plutôt conservateur. Démo. Alors, j'ai essayé de vous préparer une petite architecture de démo. Normalement, vous devriez voir tout ça. Voilà. Donc déjà, voilà le nouveau vCenter, enfin le nouveau HTML client. Je pense que vous n'êtes pas trop perdu. Au pire, peut-être parce que le fait que j'utilise le thème, j'ai choisi le thème noir, mais vous pouvez changer, rien de bien excitant. Vous voyez déjà, au niveau du vCenter, vous allez pouvoir avoir une vision directe sur le fait si votre vCenter est sauvegardé et vous allez pouvoir interagir directement avec le VAMI depuis votre client HTML5. Au niveau des updates, c'est un peu ce que je vous ai parlé sur l'interopérabilité. Vous voyez là, par exemple, je vais dans mon vCenter, j'aimerais voir si je peux faire un update. Là, si j'avais des updates de disponibles, ils seraient directement listés ici. D'accord? Je vous montrerai une vidéo juste après sur à quoi ça ressemble. Mais déjà, ce que je peux faire, c'est est-ce que mon vCenter est compatible avec les autres produits que j'utilise? Donc là, il est en train de réfléchir. S'il veut bien. Pendant ce temps, je vais vous montrer Skyline Health peut-être. Donc Skyline Health, pour ceux qui utilisent vSAN, vous le connaissez déjà en fait sous vSAN Health. Donc là, en fait, cette fonctionnalité a été portée à votre environnement vSphere et vous allez pouvoir voir l'état de santé global de votre vSphere avec, par exemple, le nombre maximum de SXI par cluster. Est-ce que vous n'avez pas dépassé ça? Voilà. Vous allez pouvoir avoir plein d'informations sur l'état de santé de votre vCenter. Tout ça, soyons clairs, c'est interconnecté avec les serveurs de VMware. Donc, pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité, il faudra que vous ayez la Customer Experience d'activer. Donc, clairement, votre vCenter enverra des données à VMware. Petite parenthèse, si souvent vous vous demandez comment VMware obtient ces chiffres sur les X Tera de vSAN, de provisionner et tout ça, c'est grâce à ça, en fait, c'est toutes les remontées d'infos qu'ils ont grâce à ça. Donc, pour revenir à notre interopérabilité, il ne va pas vouloir. Alors, je vais aller sur un autre vCenter. C'est toujours l'effet démo live. J'ai un peu mixé vidéo plus démo live, mais forcément, il y a des petits problèmes. Voilà. Donc voilà, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on va pouvoir voir directement par cette vue quelle version de produit on utilise et quelle version est compatible ou pas. Par exemple, moi pour Horizon, donc si j'ai une version 7.8, je sais que c'est pas compatible, qu'il faudra que j'aille vers la version 7.12, comme je vous l'ai dit.
Et pour aller plus loin, en plus, on va nous mettre à disposition un lien pour aller directement vers la release note et avoir toutes les informations sur ce qu'intègre ce nouveau produit. Donc, c'est quand même très, très intéressant. Autre fonctionnalité dont je ne vous ai pas parlé, qui a été améliorée dans vSphere 7, c'est le Developer Center. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en servent. En fait, ça va être la capacité de pouvoir capturer dynamiquement du code. En fait, vous allez pouvoir activer cette fonctionnalité. Vous faites Start Recording, vous sélectionnez le langage dans lequel vous voulez créer votre code. Et en fait, toutes les actions que vous allez faire dans votre interface graphique va être automatiquement traduit dans du scripting PowerCli ou Python. PowerCli était déjà disponible en 6.7. Python fait partie de ces nouveautés. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer au niveau, donc, vous allez avoir le fameux workload management qui arrive. Donc, c'est justement vSphere with Kubernetes qui pourra être activé ici. Et du coup, après, j'avais deux petites vidéos à vous montrer. À quoi ça ressemble, en fait, je vous ai parlé, cette capacité d'aller plus vite dans l'update. À quoi ça ressemble si j'ai une mise à jour qui est disponible? En fait, là, on voit dans mon vCenter, je vois que j'ai un update qui est disponible. Je vais cliquer directement dessus. Dans l'Update Panner, je vais avoir la remontée sur cette version qui est disponible et je vais pouvoir générer un rapport d'interopérabilité ou générer un report de qu'est-ce qui peut poser problème avant ma mise à jour. Donc, en fait, c'est ce qu'on voit là. Ça m'a généré un report en Excel où je vais pouvoir checker tous les éléments et savoir si je vais être prêt ou pas à faire la mise à jour de mon vCenter. Et autre vidéo que je voulais vous montrer au niveau de la gestion des clusters images. Donc là, typiquement, au niveau de mon cluster, je vais dans l'update, dans la gestion de mes images, et je vais créer ma propre image de SXI. Donc, typiquement, ici, on est sur du matériel Dell, donc on va le voir. On sélectionne la version, donc là, on est sur la 7.0 GA. On sélectionne l'add-on que nous a mis à disposition notre vendeur. Donc, par exemple, ici, donc, Dell EMC, on voit que c'est l'add-on dédié à la 7.0 en A00. Et ensuite, on pourra rajouter firmware, driver directement dans notre image. Et tout ça, en fait, ça va nous permettre de ne plus avoir ces différences de firmware, de driver entre les mêmes ESXi d'un cluster qui pourraient nous causer des problèmes après. Et vous voyez, du coup, l'image est prête à être mise à disposition directement avec les add-ons. Et tout cela via notre interface HTML5 de notre client vCenter. Voilà un petit peu sur tout ce que je voulais vous montrer, essayer de vous brosser un petit peu les nouveautés de vSphere 7. J'espère que j'ai été assez clair. J'ai essayé de rester condensé, de pas trop dériver dans trop de techniques, mais bon, on reste sur un sujet orienté tech. Voilà. Je vous laisse maintenant poser des questions si vous en avez. J'ai même un petit slide pour ça. Peut-être je vais réussir à y répondre, je ne vous garantis pas. Même pour moi, vSphere 7 est quelque chose de tout nouveau. Soit vous pouvez poser les questions directement par le chat, soit je crois que je peux vous donner la parole. Je crois qu'il y a déjà… Non. Alors, première question sur la… Oula, bon, déjà, c'est une bonne nouvelle, il y a des questions. Sur la roadmap pour la compatibilité avec Horizon 11, pour répondre à ta question, c'est simple, c'est Horizon 11.12. Horizon 11, je ne comprends pas trop la question. Enfin, pour être simple, la question, la réponse, c'est la seule version compatible d'Horizon avec vSphere 7, c'est Horizon 7.12. Horizon 11, enfin 7.11, si c'est ta question, ne sera pas compatible. La version stable est déjà disponible, celle que je vous ai montrée là, qui est sur mon lab en fait. Là, en fait, c'est pour aller là, je vais en faire du geek, on va dire. Là, en fait, c'est une infrastructure nested, c'est-à-dire que c'est des ESXi qui sont virtualisés, qui sont déployés dans mon infrastructure, ma vraie infrastructure. Et tout ça est en 7.0 et c'est la version GA. Elle est disponible depuis, je dirais, la semaine dernière. Donc, effectivement, Michael,
la seule version d'Horizon qui est compatible, c'est Horizon 7.12. C'est pas prévu que Horizon 7.11 soit compatible. Et ça m'étonnerait que ça le soit. D'autres questions? Alors oui, en fait, derrière, enfin sur la partie Docker, enfin c'est à vous de voir ce que vous allez faire, mais derrière, en fait, c'est du Kubernetes, donc vous pourrez faire ce que vous voulez comme container. Sur la partie tarif, j'en ai j'en ai aucune idée. À ma connaissance, il y a rien qui a bougé, sur ce qui était proposé, par rapport à vSphere 6. Si vous êtes sous support, de vSphere 6, vous pourrez faire l'upgrade gratuitement à vSphere 7, comme c'était le cas par le passé. Sur la partie vSphere with Kubernetes, effectivement, faudra passer par du VCF. Et donc, ben, forcément, ça sera beaucoup plus cher parce que ben, NSXT, parce que Virtualize, parce que tout ça. Démo avec Kubernetes, non, malheureusement, parce que pour être très clair, mon lab ne supporte pas toute la charge que ça nécessite. Donc, j'ai pas pu créer un environnement complet sur ça. Si vous avez une infrastructure de lab, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous le remettrai après. Il y a un blogueur assez connu, William Lam, qui a mis à disposition un script qui vous permet de créer un environnement nested complet pour tester vSphere with Kubernetes. Donc, je pourrais vous mettre à disposition ça. C'est un script PowerShell qui déploie tout ça. Au niveau des licences, c'est exactement pareil. En fait, pour faire simple, vSphere 7, c'est standard Enterprise Plus. Pour ceux qui ne savent pas, l'Enterprise a disparu. Et en fait, vSphere 7 with Kubernetes, c'est considéré comme un add-on de vSphere 7 qui est disponible uniquement via VCF. Ça paraît super complexe comme ça. L'idée de VMware derrière tout ça, c'est clairement de proposer que du VCF. J'entends des discours des avant de chez VMware qui, en fait, clairement, c'est VCF et le nouveau vSphere. D'autres questions? Je vous remets juste hop, la première page, comme ça, s'il y en a qui auraient des questions ou qui veulent revenir vers moi sur des fonctionnalités ou quelque chose, vous avez mon mail. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, c'est avec plaisir que je répondrai, surtout si c'est une question bien, bien technique. Est-ce que j'ai déjà testé Horizon 12? Oui, c'est ce que j'ai déployé dans mon lab. Il y a des nouvelles fonctionnalités très intéressantes, notamment pour la partie gestion des cartes graphiques, euh, qui, euh, qui est grandement améliorée. Ils sont beaucoup plus en partenariat avec NVIDIA que ça pouvait être le cas par le passé. Donc, c'est tout ce qui est intégré dans Horizon 7.12. J'ai pas testé toutes les nouvelles fonctionnalités, j'ai pas tout détaillé sur la release note, mais, mais c'est une belle évolution. Contrairement à certaines des dernières versions, là, la 7.9, 7.10, on était un peu dans un ventre mou. Là, Horizon 7.12 est intéressant. Roadmap sur la partie certification, non. Je pense qu'il va y avoir un upgrade de possible entre si vous êtes certifié. Enfin, déjà, en fait, ce qui est intéressant, je ne sais pas si tu es au courant, Antoine, en fait, les certifications sont plus liées à une version, mais à une année. Donc, je ne sais pas trop comment ils vont opérer le changement là, sur la partie vSphere 7. Mais quoi qu'il en soit, en fait, ce ne sera pas une certif, par exemple, VCP DCV 7, mais ce sera une certif 2020. Un peu comme c'est le cas pour NSX, par exemple, pour ma part, je suis VCP NSX 2019. Voilà. Mais donc pour l'instant, pas de roadmap, il n'y a aucune annonce qui a été faite, que ce soit sur les certifs ou que ce soit sur les formations. Est-ce qu'il y a un nouvel UAG? Oui. J'ai pas la version en tête, mais oui, il y a un nouvel UAG.
Est-ce qu'il marche mieux que ce qui marchait par le passé? Je ne saurais pas dire. UAG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Unified Access Gateway. C'est le serveur qui a été conçu pour être exposé à Internet pour la partie bureau de bureau poste de travail virtuel, pardon, et par lequel vos clients, depuis Internet, depuis n'importe où dans le monde, vont pouvoir se connecter, soit directement via un client Windows, Mac, iPad, etc., soit via un client en HTML5. Là, pour le coup, ouais, j'ai pas de démo sur la partie Kubernetes. En fait, c'est pouvoir provisionner du container, l'ordonnancement euh, sur tous ces nouveaux workloads. Là, c'est difficile d'y passer un peu de temps. Euh, N'hésite pas à la limite à m'envoyer un mail, je peux te fournir quelques contenus. J'ai pas encore eu assez de temps pour moi-même y faire la main. Encore une fois, c'est tout nouveau. Merci pour ceux qui du coup sont venus. C'était avec plaisir. Encore une fois, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à revenir vers moi. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau de la, enfin, en fait, je sais pas si vous voyez les questions. Je suis désolé, je vais les lire. Il y a une question d'Anonymous de Fantomas qui est la supervision des containers dans VMware 7 se fait au niveau VM. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que vSphere 7 intègre le fait de provisionner des containers directement dans vSphere. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus besoin d'avoir cette surcouche VM entre le SXI et le container. Donc, la supervision, non, ne se fera pas par la VM. Il faudra voir les outils de supervision, comment ils seront compatibles. Euh, pour citer l'exemple de VROps, de ce que j'ai pu voir, il sait voir toutes les infos du container directement. D'ailleurs, pour information, Virtualize Operation et Virtualize Automation ont sorti une toute nouvelle version, donc la 8.1, qui est dispo depuis quelques jours. J'ai une licence essentielle plus kit limitée à 6 proc et 1 vCenter. Est-ce que passer en V7 amène des fonctionnalités supplémentaires, storage vMotion, etc. Non, à ma connaissance, ils n'ont rien changé. À ma connaissance, ils n'ont rien changé sur les packs de licence. Laurent, n'hésite pas à m'envoyer un mail si tu veux. J'ai le document qui détaille tout ce qui est possible en termes de licence. Et du coup, en version 7, de ce que j'ai pu voir, il n'y a rien qui a changé. Toujours une question de Anonymous. Du coup, c'est l'OS de l'ESXi qui porte le container. Effectivement, c'est clairement la nouveauté. Et ce qui est intéressant dans vSphere 7, c'est que le container soit directement porté par le SXI et de plus avoir un OS type Ubuntu, par exemple, qui va porter ce container et qui va consommer de la ressource pour rien. Pour ceux qui sont intéressés en fait sur la partie vSphere with Kubernetes, potentiellement sur le net, vous allez trouver des ressources sous le nom de projet Pacifique. C'était le nom de code sous la bêta de vSphere with Kubernetes. C'est bien, on aura eu des questions pour le coup. D'autres questions? Je laisse une dernière minute ça arrive. Dispo en replay la présentation, oui, elle a été record. Je ne sais pas exactement comment je vais vous la mettre à disposition pour l'instant, mais c'est sûr qu'elle a été record et on verra vous la mettre à disposition. Je pense qu'on va pouvoir clôturer. Je vois qu'il n'y a plus trop de questions, enfin plus du tout de questions. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions encore plus détaillées. Et j'essaierai d'apporter vos réponses. Si vous avez besoin de documents, etc., n'hésitez pas.
Sachez que voilà, là sur les dernières semaines, VMware a sorti tous ses produits dans des nouvelles versions, vSphere 7, VCF 4.0, NSXT 3.0, Virtualize et VROps, toute la partie en 8.1. Donc clairement, il y a pas mal de sujets, il y a des nouvelles possibilités. Donc voilà, il y a du travail. Merci à vous en tout cas et j'espère à une prochaine. Au revoir.